2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le podcast Les Héros de la Vente. J'accueille Evelyne Planic-Cohen. Evelyne, bonjour. Bonjour. Donc Evelyne, merci de m'accueillir dans tes locaux. Donc tu es la présidente de Booster Academy. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Booster Academy et te présenter toi par la même occasion ? Ok, donc moi, comme tu as dit, je suis Evelyne Planic-Cohen. J'ai créé Booster Academy dans les années 2000. Et en fait, c'est un concept de centre d'entraînement intensif à la vente. Donc à la fois, on a 20 centres en France. Tu rentres dans un centre, on va mesurer ton niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. Donc ça, nos centres, on en a vraiment dans toute la France. Et puis à côté de ça, on monte des Sales Academy pour les très grands comptes, type EDF, type beaucoup d'SS2I, beaucoup de startups également qui sont en très forte croissance. Donc on accompagne sur la performance commerciale beaucoup d'entreprises, de la toute petite à la très très grosse. D'accord, très bien. Donc en région, on peut trouver un centre d'entraînement intensif à la vente. Alors il suffit d'aller sur le site de Booster Academy. Ouais. On en a à Montpellier, à Orléans, Lille, Lyon, enfin vraiment partout en France, ouais. Marseille, Aix, voilà. Je ne peux pas tous les citer, ouais. Mais partout en France. Et ça existe depuis combien de temps ? Alors le concept de centre a 10 ans, ouais. Et moi je suis dans ce métier depuis maintenant 20 ans. D'accord, très bien. Bon, bah, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'est cher, donc c'est la chance dans la vente. Oui. Donc, pourquoi ce sujet, selon toi, est important ? Alors, moi, on m'a toujours dit, tu as beaucoup de chance. Et quand on vous dit toute la journée, tu as beaucoup de chance, c'est de décrypter, en fait, qu'est-ce que la chance réellement. Et donc, j'ai travaillé sur ce concept-là depuis des années. Ça, c'est la première chose. Mais je vais remonter en arrière. Mon père m'avait raconté une anecdote qui m'a vraiment frappée et je devais avoir 12-13 ans. En fait, mon père était pilote de chasse puis pilote de ligne, mais quand il était pilote de chasse, dans l'armée canadienne, quand vous rouliez et que vous claquiez votre pneu, ce qui arrive souvent de claquer un pneu à l'atterrissage, au bout de la 2e ou 3e fois, vous étiez viré de l'armée. Et donc je dis, ah bon, quand même, c'est sévère, etc. Il me dit, oui. Là, à chaque fois qu'on claque un pneu, on dit, bah, j'ai pas eu de chance, parce que c'est vrai qu'en général, on n'a pas de chance. Mais si vous dites qu'au bout de 2-3 fois, vous n'avez pas eu de chance, on se dit, celui-là, il risque de nous coûter cher avec sa mauvaise chance. Et donc, on vire la personne. Et donc, j'étais très, très frappée par cette anecdote. Et déjà, le terme de chance, mais en fait, qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était sûrement, et ça vient de Churchill, en fait, et je l'ai compris, c'est la chance, ce sont des milliers de détails, en fin de compte, qu'on va prendre en compte et qui vont permettre de savoir si vous avez ou pas la chance. Donc, c'est l'attention qu'on va porter à plein de détails. Et là, pour le coup, le pilote de chasse, si à chaque fois, il brise son pneu, c'est qu'il y a sûrement en millimètres plein de petites choses qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, dans le commercial, ça doit peut-être un peu ressembler à ça. Oui, et puis j'allais te dire, c'est intéressant parce que du coup, ce que tu vas nous dire pour la vente, j'imagine qu'on va pouvoir le transposer dans d'autres domaines de la vie quotidienne, quoi. Oui, ouais. Tu es en train de penser, je pense, à ta vie personnelle, par exemple. Oui, par exemple. Par exemple, oui, il y a beaucoup de points communs entre la vente et la vie personnelle, de toute manière. Oui, très bien. Donc, j'imagine, mais ça, tu vas nous expliquer, qu'il y a plein de... Donc, tu nous as dit, il y a plein de détails qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir de la chance. Ça commence par quoi ? Par une posture Oui, alors, je crois que, d'abord, il faut savoir que quand on rencontre des gens, quand on a l'expérience que j'ai, parce que je ne suis plus toute jeune, on peut très très vite voir si la personne a de la chance ou n'a pas de chance. Très rapidement. Alors, ok, comment on peut voir en quelques minutes, parfois quelques heures, si la chance... Eh bien, en effet, c'est une succession de postures. Et puis, il y en a une première, si je devais commencer par une première posture, c'est la curiosité. Je crois que la grande différence entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas,
c'est ceux qui ont de la chance, très très souvent, ils ont cette espèce d'œil, cette curiosité. Déjà, ils ne regardent pas leurs pieds quand ils marchent dans la rue, mais plutôt ce qui se passe autour d'eux. Ils s'intéressent, ils vont chercher des informations stratégiques, alors que ce soit dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, donc dans sa culture générale propre, business ou personnelle. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement curieux. Et donc quand vous voyez quelqu'un qui commence à vous poser des questions, qui s'intéresse à vous, qui est curieux tout simplement, là vous vous dites, celle-là, elle doit plutôt avoir de la chance. Et vous vous trompez rarement. D'accord. Alors, Napoléon disait la chance est une compétence. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce sujet-là, c'est un vrai sujet pour tout le monde tous les jours. Parce qu'il y a un moment donné, si vous avez des collaborateurs, des gens autour de vous qui n'ont pas de chance, à un moment donné, c'est un peu lourd à porter. Moi, j'ai eu le cas d'une collaboratrice qui n'avait jamais de chance. Mais c'est lourd à porter, des gens qui n'ont jamais de chance, et des gens gentils, qui sont très sympathiques, etc. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux postures ? C'est d'abord la curiosité. Voilà, c'est le premier vrai sujet. Ensuite, c'est l'attention qu'on va porter aux personnes et c'est les services qu'on va rendre. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde le processus commercial, qu'est-ce qu'on a ? On va dire quelques grandes familles. On a d'abord, il faut aller chercher des clients. Donc, il faut les connaître, il faut être au bon moment devant la bonne personne. Donc, c'est l'idée de prospection. Ensuite, il faut vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation en termes de chance dans la vente ? Et puis, dernier processus, c'est la résilience. C'est-à-dire que, bon, si je gagne, tant mieux. Mais si je perds, comment je réagis ? Donc, c'est dans ces trois grands sujets qu'on peut passer en revue à quel moment et comment travailler sa chance. D'accord, tu veux qu'on aborde justement la chance dans ces trois domaines ? Eh ben, je pense que c'est une bonne idée. Et si on commence par le premier domaine qui est la prospection et la chasse, quand on rencontre des commerciaux, alors plutôt en B2B, à un moment donné, tu as des rendez-vous, tu en as combien, qu'est-ce que tu es allé chercher comme business, etc. Et là, il y a quand même plein de choses qui font qu'il y en a qui réussissent beaucoup plus que d'autres. Alors, on va appeler ça la chance, mais en réalité, il y a beaucoup de travail derrière la chance. Il n'y a rien qui tombe au hasard. Déjà, il y a ceux qui sortent beaucoup, qui rencontrent du monde, qui s'intéressent, qui vont poser des questions, qui vont se renseigner, par exemple, tous les deux. On va se poser un certain nombre de questions, on va faire connaissance. Il y a peut-être un client que tu vas pouvoir m'apporter. Moi, il y a des clients que je vais pouvoir t'apporter. Mais il va falloir qu'on creuse et qu'on s'intéresse l'un à l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est pas de la chance qui vient de nulle part. C'est aussi une posture intellectuelle qui fait que je m'intéresse fondamentalement à la personne qui est en face de moi. Il y a une super chaîne qui s'appelle Netflix sur laquelle vous voyez plein de séries et vous auriez envie de rentrer chez vous très tôt le soir pour vous mettre sous votre couverture et regarder les plus belles séries du monde. Là, figurez-vous que c'est pas comme ça que vous allez avoir de la chance. Même si les séries, elles sont top, réservez-les pour le week-end parce que le soir, on peut sortir, faire du réseau, rencontrer des gens et là, vous allez voir, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on sort, on rencontre quelqu'un de fabuleux, on va avoir un rendez-vous, il y a du business à la clé. Alors ça me fait penser justement à une anecdote personnelle. C'est souvent moi quand je fais des soirées avec des amis ou des amis d'amis, souvent j'ai une déformation professionnelle où je vais toujours à un moment donné trouver un prospect dans la soirée. Et ça, à chaque fois, mes amis proches rigolent en me disant ah, ça y est, Alex, il est parti, il a trouvé quelqu'un pour, entre guillemets, vendre son truc. Mais c'est souvent, je dis ah oui, toi, tu travailles dans une SS2I, comment ça se passe au niveau de la formation, des ventes, etc. Et c'est vrai que c'est une déformation professionnelle. Alors, moi, je trouve que c'est pas une déformation. Je pense que tu peux complètement l'assumer. Je trouve ça génial. Je trouve que les copains qui rigolent, en général, ils n'ont pas leur boîte, ils sont salariés. Donc, ça les empêche pas de dormir, de pas faire du business. Toi, tu es un entrepreneur. Donc, le business, il faut que tu ailles le chercher. Et donc, tu es opportuniste. Ah, ça, c'est un grand mot, l'opportunisme. En fait, est-ce que tu es un méchant opportuniste ou est-ce que tu es un gentil opportuniste ? L'opportuniste, pour moi, c'est quelque chose de plutôt gentil. C'est que tu vas être malin. Donc, tu vas te renseigner, tu vas chercher. Mais évidemment, on a du business, on est assis sur du business toute la journée. Toute la journée, vous faites la queue pour prendre un avion. Vous avez quelqu'un assis dans le TGV à côté de vous. Tout ça, ce sont des opportunités. Alors, vous allez me dire, on a de la chance, j'ai signé tel ou tel compte. Mais c'est des gens que j'ai rencontrés dans le train, dans la queue chez mon boulanger, et j'ai discuté avec eux. Partout, on peut rencontrer des personnes et partout, on peut essayer de faire du business. Alors, quand je vous dis ça, en réalité, vous direz, fille, elle est non seulement opportuniste, mais peut-être pas très sympa, parce qu'elle est un peu too much. Mais en réalité, c'est que vous donnez avant de recevoir. Donc, quand vous vous intéressez aux gens, la première chose qui vous intéresse, c'est pas tellement savoir si vous allez prendre du business tout de suite, c'est quelle est la relation que vous allez construire avec cette personne. Et dans cette relation-là, peut-être que la première chose que vous allez faire, et je pense que c'est vrai en ce qui me concerne dans 80% des chances, c'est que vous allez commencer par rendre un service. C'est peu de choses,
parfois, mais ça peut être un stage que vous allez trouver à un enfant, entre autres. Ça peut être plein de petites choses que vous pouvez faire et qui va vous permettre à un moment donné de créer la relation et ensuite de pouvoir avancer avec la personne. Mais évidemment, si vous êtes que dans le fait de prendre sans donner, il y a un moment donné, votre chance, vous n'avez pas la garder longtemps. Et sachez qu'en général, vous donnez toujours plus que ce que vous recevez, mais si vous donnez beaucoup, vous recevez tellement suffisamment que c'est déjà très très bien. Donc ça, vous voyez, le premier sujet autour de la prospection du business, c'est bien, Alex, exactement ce que tu fais, c'est-à-dire renseigne. On a plein de gens autour de nous qui peuvent être des fabuleux apporteurs d'affaires ou directement signer du business. Donc ne passons pas à côté. Soyons malins, ne passons pas à côté. Bon, très bien pour ce premier conseil. Donc, ne pas hésiter dans sa phase de prospection à aller chercher des clients autour de soi. Oui. D'accord. Et en fait, on se rend compte, mais ça va être un peu le fil rouge de l'épisode, c'est que la chance, c'est un peu du bon sens, mais ça se provoque aussi, quoi. Et oui, ça se provoque. Mais quand vous voyez des gens qui vous disent « Ah ben non, là, j'ai pas eu de chance, ce mois-ci, j'ai pas fait mes objectifs. » Enfin, vous avez des commerçants qui n'ont jamais de chance, ils n'ont pas fait leurs objectifs, ils sont pas dans la proactivité, en fait, ils vont pas chercher. Et la chance, ça va se chercher. En fait, là, il ne faut pas attendre que la chance arrive vers soi, il faut aller vers la chance. Ouais. Et la différence, elle est bien là à un moment donné. Et que tous les commerciaux qu'on forme, et on en forme des commerciaux, des entrepreneurs dans nos sortes de boosters, donc des milliers de personnes par an, c'est vraiment notre leitmotiv de montrer que eux maintenant, la réussite est à portée de tout le monde. Mais il faut bien comprendre quelle est la posture dans laquelle on doit se mettre. Vous avez celui, par exemple, dans la prospection, qui va vous dire le lundi, je prospecte jamais, c'est un très très mauvais jour. Puis le mardi, m'en parlez pas, parce que le mardi, une fois que les réunions sont faites le lundi, le mardi, les gens vont à droite, à gauche, voyagent, font leur rendez-vous, on ne peut jamais les joindre. Le mercredi, jamais, parce que vous avez toutes les assistantes qui sont parties des bureaux, donc vous ne pouvez plus joindre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc du lundi au vendredi, vous ne pouvez pas prospecter. Puis vous avez celui qui va vous dire le mois de janvier, c'est pas bon pour telle raison, le mois de février non plus, etc. Puis vous avez des gens comme moi qui pensent que chaque jour de la semaine, vous pouvez faire un max de business. Chaque mois de l'année, vous pouvez faire un max de business. C'est pas parce qu'il y a les vacances scolaires que vous pouvez pas faire un max de business. C'est pas parce qu'il y a les grèves, parce que bon, disons aux gens, on est en plein milieu des grèves. Là, il y en a qui vont peut-être écouter le podcast, mais là, on est en plein milieu. Mais il y a plein de business à faire parce qu'en fait, les gens sont coincés chez eux. Donc, ils sont coincés quelque part, peu importe où ils sont coincés. Mais justement, essayez de les appeler puisque personne ne les appelle et tout le monde pense que c'est les grèves, on n'appelle pas. Mais vous faites un business monstrueux pendant les grèves. On peut faire du business tout le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui est Génération Do It Yourself, donc qui interviewe les entrepreneurs. Que j'aime beaucoup aussi. Ouais, oui. Les entrepreneurs qui ont réussi. Et en fait, souvent, c'est un sujet qui revient sur la table, le sujet de la chance. Mais en fait, on se rend compte souvent qu'à un moment donné, ce qui a provoqué une partie de leur succès, c'est des rencontres, mais qui ont été faites dans des lieux, comme tu disais, des trains, où à un moment donné, c'était la personne qu'il fallait rencontrer à ce moment-là. Et c'était un hasard total, mais en fait, c'était un hasard parce que la personne sortait dans un quartier pour quelque chose et elle n'a pas hésité à aller voir la fameuse personne qui pouvait faire avancer son business. Donc en fait, oui, il y a une part de hasard, mais encore une fois, on peut être dans une posture... On peut provoquer le hasard. Voilà, on peut provoquer le hasard. Tu as raison, parce que j'aurais eu... ça me permet de finir sur un sujet sur la prospection. C'est que pour que ça fonctionne, il faut avoir en tête les prospects, les 100 personnes que vous voulez rencontrer. Vous les avez en tête, que ce soit les boîtes, les personnes, etc. Vous les avez en tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les gens vont vous parler, par exemple, je donne un grand compte type Accor, vous voulez absolument signer un business avec Accor, et vous le savez que c'est une boîte importante pour vous, vous allez discuter avec des gens, les gens sont peut-être dans l'hôtellerie, ailleurs, etc. Mais vous pouvez lui demander, mais dis-moi, tu ne connais pas la personne chez Accor qui ? Et tu vas voir que, en fait, en 2-3 fois, tu vas finir par atteindre la personne que tu souhaitais. Ouais. Mais si tu n'as pas identifié en amont qui tu veux, tu ne risques pas de trouver qui que ce soit. Donc en fait, c'est un travail de préparation déjà et de bien identifier ce que l'on veut pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Quand on veut rien, on n'a rien. Ça, c'est une réalité. Ouais, c'est un bon conseil, ça. J'avais vu une entreprise aussi qui donnait à ses commerciaux une liste. Donc, c'était le directeur commercial qui faisait des listes pour ses commerciaux. Et dedans, il y avait 50 prospects. Donc, souvent, c'était par région. Hein. Donc, 50 entreprises qui correspondent à différentes cibles, petites, moyennes, grandes, de certains secteurs. Et en fait, le but du jeu, c'était de dire, voilà, tu as un trimestre pour essayer de closer un maximum d'entreprises dans cette liste. Mais tu ne dois pas aller sur d'autres... tu dois vraiment te concentrer sur ces 50-là.
Exactement. Je trouvais ça... Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ouais. Et il faut toujours valider, d'ailleurs, si les 50 en question, il n'y en a pas 20 de plus, ou la personne a plus de relations. Enfin, il faut essayer de co-construire cette liste-là avec les commerciaux. Ouais, donc ça peut être une bonne pratique. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie vente ? Eh oui, parce que la partie vente... c'est une partie qui est importante. C'est un processus qui peut durer parfois plusieurs mois, sur plusieurs rendez-vous. Et qu'est-ce qui fait qu'on a de la chance ? La chance, c'est la chance de gagner très souvent, d'avoir les bonnes personnes en face de soi. Mais en fin de compte, c'est la posture encore que l'on va avoir à ce moment-là. Gagner une vente, c'est un peu aller chercher, c'est la guerre de l'information. C'est-à-dire que généralement, celui qui gagne, il a plus d'informations que son concurrent. Donc, il faut qu'il ait bien conscience de ça. Là, moi, j'en ai conscience, mais peut-être que ceux qui nous écoutent n'avaient pas conscience que le vrai sujet, c'est que vous devez avoir des éléments que vos concurrents ne sont pas allés chercher. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir construire une proposition différenciante, quelque chose qui fait que vous allez remporter le business. Donc ça, c'est un premier élément qui peut véritablement provoquer la chance du business. Il y a un deuxième élément qui me semble aussi extrêmement important, c'est toute la connaissance que vous avez sur l'ensemble du compte, l'ensemble des interlocuteurs qui sont en face de vous, les relations que vous allez tisser avec les uns et les autres, et généralement, il ne faut pas les tisser en dernière minute, ça peut prendre énormément de temps, et toute cette construction-là va faire que ça va peut-être mieux se passer que quelqu'un d'autre. Il y a un dernier point sur lequel je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui m'entourent, mais pour moi, qui a toujours été un élément important quand j'ai gagné, c'est que souvent, je suis passée en dernier. C'est-à-dire que quand je fais une offre, quand je passe en dernier, ça me permet quand même de pouvoir poser la question, est-ce que dans mon offre, il vous a manqué quelque chose ? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de particulièrement bien chez les autres que vous n'avez pas trouvé chez moi ? Et si c'est le cas, ça me permet de défendre et de rajouter le point. Donc, passer en dernier, souvent, ça permet de... Alors, quand vous avez des belles offres, etc., ce que j'espère avoir le plus souvent, ça me permet d'être déjà de bon niveau de mon côté, mais surtout d'essayer d'attraper quand même quelques points forts de mes concurrents, en plus de mes points forts personnels. Alors sache que moi aussi je suis très partisan de passer en dernier, mais moi c'est parce que j'avais entendu qu'il y a un biais cognitif en fait, où le cerveau humain, quand on doit faire un choix entre plusieurs solutions, plusieurs personnes, en général le cerveau humain, pour s'épargner une dépense d'énergie, va avoir va porter plus d'importance aux derniers qui ont présenté leur sujet, leur offre, etc. Donc moi, j'ai l'habitude de participer à des concours de pitch. Souvent, je demande de passer en dernier parce que je sais que le cerveau humain va retenir de manière plus importante les gens qui sont passés en dernier. Bon, voilà, alors, tu as raison sur un certain nombre d'éléments. Quand on vend, nous, des propositions sur des sales académies dans des grands comptes, d'abord, en face de moi, j'ai des gens qui ont à peu près le même niveau que moi, puisque ce sont souvent des fondateurs de très grosses boîtes de formation en efficacité commerciale. Et je pense que face aux clients, on est tous plutôt très bons et on sait marquer nos points. Ouais. Donc moi, ce biais cognitif-là, j'y crois un petit peu moins dans le cadre, dans mon cadre actuel. Mais tu as raison, très souvent, en plus, c'est mieux de passer en dernier. En tout cas, ça se discute. Et pour moi, ça m'a toujours bien porté chance. D'accord. Et l'inverse ne va pas souvent porter chance du tout. Oui, passer en premier, bon, c'est pas toujours facile. Ah non, moi, en ce qui me concerne, ça fonctionne pas souvent. Ça fonctionne pas souvent. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres points sur la partie vente ou on passe Alors, il y a une partie qui me semble très importante. C'est vraiment tout. On dit toujours la vente chez Booster Academy, c'est 3 piliers, c'est le comportemental, le mental et la technique de vente. Sur la partie mentale et comportementale, je pense que pour avoir de la chance, pour être serein, pour être ouvert, il faut vraiment travailler son énergie personnelle. On ne l'a jamais assez dit, alors maintenant ça devient de plus en plus à la mode, on fait du sport, enfin... Moi, quand j'ai commencé dans le business, les gens qui faisaient du sport et qui étaient inscrits au club de sport, à l'époque, il n'y avait que le club Med Gym, c'est tout. Donc, c'était très, très rare. Mais maintenant, tout le monde sait qu'il faut en faire. Mais il faut aussi savoir, à un moment donné, faire... Alors, moi, je fais du yoga, je fais de la méditation. Je gère vraiment le stress au quotidien pour avoir l'air toujours extrêmement sereine. Parce que ce n'est pas dans la douleur et dans la souffrance qu'on arrive à vendre. D'accord ? La fin, F-A-I-M, n'est pas le fin du fin dans la vente. Donc, si vous avez trop faim, ça se voit. Si vous n'avez pas
assez fin, généralement, vous ne vendez pas non plus grand-chose. Mais en tout cas, la douleur, la fatigue, faut véritablement la combattre dans nos métiers, comme des sportifs de haut niveau. Ouais, donc ça, c'est une bonne pratique, on va dire, qui va vous permettre d'aller chercher la chance. Et ouais, exactement. D'accord. Nos chakras sont plus ouverts Ouais. quand on est serein. Et ne pas hésiter dans le club de sport à discuter avec les gens autour. Écoute, mon dernier contrat, Ouais. je l'ai signé dans mon club de sport. J'ai presque vrai envie de dire à poil face à une autre nana qui était en train de se rhabiller de l'aquagym. Ah ouais. Voilà. Et ça s'est fait en 5 minutes. Donc oui, c'est possible. C'est Ouais. possible. Mais ça me fait Ce qui penser permet de vous à... rembourser d'ailleurs le coût du club de gym qui peut être parfois très cher. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais plus le nom en tête, mais ça me revient. C'est Catherine Pavin, que du coup j'avais entendu sur ce fameux podcast, qui disait elle prenait l'avion en première classe et elle allait souvent dans les hôtels de luxe parce que c'est là où elle trouvait ses clients. Alors, je fais la même chose. Bon, il faut avoir un peu les moyens. Enfin, avoir un peu les moyens, mais je fais la même chose. Alors, l'avion en première classe, pour avoir testé, c'est un peu compliqué parce que les gens sont assez renfermés dans les avions en première classe. Ça tombe bien, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, mais elle prenait le Concorde. Je sais pas, peut-être que c'était moins fermé. alors, elle doit pas être toute jeune parce que ça fait un bout de temps qu'on peut plus le prendre. Ouais. Mais ceci dit, moi, j'ai toujours voyagé en première classe dans les trains et je justifiais ça comme ça. C'est que le business valait mieux que je l'ai à côté d'un homme d'affaires qu'une famille avec 4 enfants. En plus, pas toujours agréable quand on doit faire un Paris-Lyon et qu'on doit bosser après. Mais voilà, oui, justifié dans les hôtels également. En fait, compte partout, en définitive. Vous n'avez pas besoin d'attendre de voyager pour Oui, bien sûr. trouver des clients. Et du coup, tu m'as parlé aussi d'un thème, donc c'est le troisième sujet, donc qui est effectivement à mes yeux aussi fondamental, c'est la résilience. Oui. Alors, comment tu perçois la chance dans la résilience ? Ça m'intéresse. Mandela d'abord disait soit je perds, soit je gagne. Donc ça, c'est une première leitmotiv, c'est de se dire en fin de compte, même quand vous perdez pas complètement. Alors moi, j'écoutais un podcast sur la leçon, que j'aime beaucoup aussi, oui. d'Alain Prost, qui expliquait comment on fait pour gagner, pour perdre, et que de toute manière, dans la course automobile, on perdait plus souvent et on gagnait. Et il expliquait comment il a travaillé sa résilience, et il disait jeune, j'y arrivais pas, c'est-à-dire que ça tournait en boucle, ce qui fait qu'en fin de compte vous recommenciez la première course, vous n'aviez toujours pas digéré le fait que vous ayez perdu quelques semaines avant. Pour un commercial, c'est pareil. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ceux qui avaient de la chance, alors c'était assez naturel, mais ça se travaille, c'est qu'en fin de compte, quand ils perdaient, ils étaient impactés 5 secondes. Mais quand ils gagnent, ils ne sont aussi impactés que 5 secondes. Pourquoi ? Parce que si vous gagnez et que vous fêtez ça au champagne pendant 3 mois, c'est sympa, mais pendant 3 mois, vous ne fêtez plus rien. Enfin, j'exagère un peu, mais... Et si pendant 3 mois, vous êtes hyper impacté parce que vous avez perdu une affaire, pendant 3 mois, vous ne faites plus rien. Donc, en fin de compte, ce qui est vachement bien, c'est que cette résilience, elle doit être aussi bien quand on gagne que quand on perd. Et quand on perd, à un moment donné, la première obsession qu'on doit avoir, c'est pourquoi on a perdu. Et la première erreur qu'un commercial fait, c'est qu'il a perdu à cause de quoi, à ton avis ? Il n'a pas posé assez de questions. Ouais, mais en réalité, lui, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit j'ai perdu parce que mon offre était trop chère. D'accord ? Donc c'est ça qu'il est en train de vous dire. C'est pas de ma faute, c'était trop cher. C'est surtout pas de ma faute. Ouais. Et donc c'est jamais le cas. C'est-à-dire que je n'ai jamais perdu une affaire parce que j'étais trop chère. Et je suis sur un prix classique. Mais quand le client vous dit ça, parfois pour vous débarrasser, parce que c'est beaucoup plus facile de vous dire ça, vous dites ok, hormis ce fait-là, qu'est-ce qui fait également que vous ne m'avez pas sélectionné ? Et là, vous commencez vraiment à creuser les vrais sujets. Et quand vous creusez les vrais sujets, c'est là où vous construisez. Moi, je me souviens, quand j'ai monté mon cabinet, pour tous ceux qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire qu'on commençait un nouveau job en montant un business, mais j'ai beaucoup plus perdu d'affaires que gagné. J'allais voir des grands comptes, j'avais pas la première affaire que vous signez, vous n'aviez pas eu avant, donc vous en avez perdu pas mal. Et en fin de compte, on s'évertuait avec mon associé, on s'évertuait de savoir pourquoi, et on a construit comme ça. Mais très très rapidement, en l'espace de 5-6 mois, on a compris ce qu'il fallait faire pour commencer à gagner. Et on a commencé à gagner de plus en plus, des affaires de plus en plus importantes, etc. Mais parce qu'on était obsédés de savoir pourquoi on avait perdu. Donc en fait, notre résilience, notre déception, on l'a passé vite, out pour pouvoir
derrière construire et comprendre. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet et c'est une vraie différence entre les uns et les autres. On n'est pas tous construits de la même façon par rapport à ça, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont beaucoup plus optimistes que d'autres. D'ailleurs, Daniel Goleman l'expliquait très très bien dans son livre. Je ne sais pas si c'est Daniel d'ailleurs son prénom, mais enfin dans son livre sur l'intelligence émotionnelle, et il expliquait que certains avaient un cortex gauche, droite plus développé que l'autre, et ce qui faisait en fin de compte le fait que vous soyez plutôt optimiste ou pessimiste. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que ça se travaille. Si vraiment vous voulez le travailler, ça se travaille. Le pire des problèmes que vous pouvez avoir, des commerciaux, des forces de vente, quand vous entendez votre force de vente, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Dites-vous que si vous faites partie des gens qui pensent c'est jamais de votre faute, mais en général, c'est pas ceux qui écoutent le podcast. Parce que ceux qui sont allés chercher ce podcast, qui l'écoutent et qui s'intéressent, en général, ceux-là, c'est les bons. Donc ceux qui m'écoutent vont peut-être pas se sentir visés. C'est tous ceux qui m'écoutent pas, vous devriez prendre le podcast et leur envoyer. Parce que tous ceux qui disent concrètement, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, là, ça commence à devenir un problème. Ouais. En fait, ça tombe bien parce que c'était quelque chose que je voulais aborder avec toi. La chance, finalement, c'est aussi une perception. C'est de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ouais. Et de dire, OK, j'ai perdu cette vente, mais j'ai appris beaucoup de choses, comme tu disais avec Mandela. Et ça va me permettre d'être meilleur sur la prochaine vente. Exactement. Et puis c'est une bataille. Quand on raccroche, moi je sais très bien ce qui se passe. Si je raccroche mon téléphone et qu'à ce moment-là, on m'a dit que j'ai perdu, mon obsession, c'est d'appeler 5 nouveaux clients, enfin 5 nouveaux, en tout cas de relancer, de rappeler 5 clients, etc. C'est-à-dire qu'immédiatement, j'ai besoin de ça. Alors, voilà, moi je suis construite comme ça, mais ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Donc, est-ce que donc chez Booster, vous avez trouvé des outils pour travailler justement la chance? Enfin, est-ce que vous dites qu'à un moment donné, on va faire un exercice pour travailler la chance, ou c'est un peu tout ce que tu as dit, c'est un peu disséminé? Comment ça se passe? Est-ce que c'est du transversal, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, sur tous les niveaux de 1 à 12, c'est vraiment des sujets dont on parle tout le temps. Oui. Et on donne les trucs et astuces. Et on a beaucoup de gens qui viennent chez nous. Parfois, ce sont des ingénieurs, des avocats, des experts comptables. Il n'y a pas que des commerciaux qui viennent chez nous. Donc, ce n'est pas des gens qui ont signé pour être commerciaux. Ils ont découvert sur le tard que oui, il fallait faire du commerce. Donc, c'était mieux. Et en fait, on travaille avec eux. C'est des gens très, très ouverts d'esprit et qui progressent extrêmement vite. Et très rapidement, au bout de la 2e, 3e demi-journée, on les voit. D'abord, ils ont changé de visage. Moi, il y a des gens que je ne reconnais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai signés. Et quand je les revois derrière, mais je vous promets, je ne reconnais pas leur visage. En fait, ils étaient sûrement recroquevillés sur eux-mêmes, un côté fatigué. Et puis tout à coup, les rides se sont enlevées, le visage a changé. Alors, je n'ai pas expliqué encore scientifiquement ce qui s'était passé, mais ça m'est arrivé tellement de fois que c'est quelque chose d'assez flagrant. Et en fin de compte, vous êtes beaucoup plus ouvert sur le monde, vous êtes beaucoup plus curieux, vous allez chercher des choses que vous n'osiez pas aller chercher. Parce qu'en fait, on est dans un monde où on nous a tellement fait peu parler dans nos écoles, etc., que bon, c'est plus vrai dans les écoles de commerce, c'est très participatif, mais toute cette génération qui n'a pas eu la chance de vivre ces moments-là, les gens sont très renfermés, n'osent pas. Et donc, le fait d'oser, en fait, la chance vient avec le fait d'oser. Et tous ces gens à qui on dit, mais allez-y, c'est des questions que vous pouvez poser, que vous devez poser, vous devez vous intéresser à ça, vous devez y aller. Et ben vous changez complètement les gens de A à Z. Donc oui, c'est complètement transversal à tout. Et votre vie change, mais votre vie personnelle change également. Ouais. En fait, c'est aussi la perception de l'échec. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de l'échec. Et comme tu dis, le fait d'oser, c'est aussi de se dire, bon, bah, si j'échoue, encore une fois, il y a un apprentissage derrière. Oui, exactement. Okay. Et quand je décroche le téléphone et que j'ai un nom, en fin de compte, le nom, je l'avais avant. Le nom, je l'avais avant. Donc maintenant, ok, j'ai peut-être un nom officiel, mais c'est pas grave, je vais en rappeler un autre et ça va finir par un oui. Et il y a bien la somme aussi, la chance, ça vient aussi de la somme du travail que l'on fait. Parce qu'une personne, quand on nous connaît les taux de transformation des affaires, les taux de transformation quand vous passez des coups de fil ou vous envoyez des emails sur LinkedIn, les taux de retour, si votre taux de retour il est de 15% à peu près et que vous en avez fait que 50, bah vous serez à 7 seulement, ou si vous en faites encore moins que ça, vous pouvez être à 0 parce que vous n'avez pas atteint statistiquement ce qu'il fallait faire. Donc il faut bien avoir conscience aussi de la somme de travail à faire. Ouais.
bien sûr. De toute manière, dans le commercial, vous avez, faut dire la vérité, pour un commercial, il a plus d'échecs que de réussites, un peu comme Alain Prost, en fin de compte. Il a plus de non au téléphone. Alors, je parle surtout au téléphone parce que normalement, votre taux de transformation sur des rendez-vous existants, si vous êtes bien formé, il doit être entre 50 et 60%. Donc, vous devriez plus avoir de réussite que d'échecs, normalement. Mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent, sûrement qu'ils sont en dessous des 50%. Et donc, quand vous êtes à 35, 40%, clairement, vous avez plus d'échecs. C'est pas grave. Tant que vous atteignez le nombre de rendez-vous dans l'année qui vous permet d'atteindre votre objectif, en fin de compte, c'est pas très, très grave. Oui, et puis j'imagine qu'un commercial qui a, par exemple, 10 échecs successivement, il va chercher à comprendre d'où vient cet échec. Pourquoi ? En fait, il avait 1 pour 11, donc c'était le 11e qui allait lui permettre... Il y avait d'ailleurs un très bon podcast sur Génération Do It Yourself là-dessus, où il expliquait que parfois c'est le 11e rendez-vous, mais il savait que c'était le 11e rendez-vous, donc les 10 rendez-vous qu'il faisait, il savait que c'était pour arriver au 11e rendez-vous gagnant. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire, je transforme 1 fois sur 3, donc je sais qu'il me faut deux rendez-vous que je vais échouer. Alors moi, je ne raisonne pas comme ça. J'ai entendu ce qu'il disait et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je pars du principe que je dois tout signer, que je devrais tout gagner, et puis on perd, et puis on gagne, et puis voilà. Mais je pars du principe que potentiellement, on peut même faire de temps en temps 100% d'auto-transformation sur un mois. C'est possible, tout est possible. Après, on ne part pas tous avec la même échéance parce que parfois, on est appelé en dernière minute. On sait très bien qu'il y a des cabinets avec qui les gens travaillent déjà. Donc, on arrive un peu comme des outsiders. Donc, on ne gagnera pas la première année, on gagnera la deuxième. Mais dans tous les cas, il faut se battre. Et je pense que ce qui fait aussi la réussite de beaucoup de personnes, c'est ceux qui aiment se battre, en fin de compte. Alors, dans la bienveillance, mais je trouve ça assez excitant, en fin de compte, de se battre, d'essayer de gagner, d'essayer de comprendre, d'essayer de convaincre. Pour moi, c'est un jeu. Encore à mon âge, ça reste un jeu. Et c'est le plus joli jeu qui existe. Oui, j'imagine quand tu as cette posture, c'est tout de suite plus facile et le client l'entend derrière aussi. Oui, alors le client l'entend tout à fait. Et il est toujours très étonné de l'envie qu'on peut avoir de travailler avec lui, de la façon dont on va s'intéresser à lui, etc. Et j'avais peur qu'avec l'âge, ça s'use ou que ce soit moins bien perçu. Parce qu'on disait, à son âge, elle est encore aussi emballée, excitée, etc. Et peut-être qu'on doit réserver ça aux beaucoup plus jeunes. Et en fin de compte, pas du tout. Ça passe très, très bien, quel soit votre âge. Bon, c'est un bon message. Du coup, on a vu les 3 aspects dont tu voulais parler. La prospection, la vente et le dernier, aide-moi, c'était la résilience. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu as des petits tips qu'on n'aurait pas abordés comme ça, ou tu penses qu'on a bien abordé ? Il y a beaucoup de choses. Nos formations durent à peu près 10-12 demi-journées, donc autant dire que c'est pas 1 heure que j'ai tout dit. Pour le reste, venez chez Booster Academy, vous saurez tout là. Mais c'est déjà pas mal, je pense. Sur l'état d'esprit, la façon de voir les choses, je pense que c'est déjà pas mal. Bon, merci beaucoup. On va passer aux 3 dernières questions. Donc, est-ce que tu as du contenu à nous partager, audio, vidéo ou écrit ? Est-ce que tu as des choses intéressantes ? Il y a déjà tous les livres que j'ai écrits. Il y en a beaucoup. Donc, si vous allez sur fnac.com, on va faire plus pour les Américains. Mais si vous allez voir, vous tapez Evelyne Platnik-Cohen, vous avez plein de livres. Un très bien que j'ai écrit d'ailleurs avec Sandra Legrand sur l'ambition, qui est très intéressant parce que l'ambition, la chance, c'est très proche. Et voilà, c'est des concepts assez proches. Beaucoup sur la vente. Un qui sort sur vente au grand compte et au compte stratégique, qui est la 4e édition, qui va sortir dans les semaines à venir, et puis tous les autres qui sont en ligne. Donc ça, c'est du contenu. Après, j'ai un contenu totalement gratuit sur YouTube, puisque j'ai fait 120 vidéos qui sont vraiment d'accessibilité. Vous tapez Evelyne Platnik-Cohen et WeDoBiz, qui est le média avec qui j'ai travaillé, et vous avez 120 vidéos, 120 podcasts que vous pouvez regarder et pousser à vos forces de vente si vous en avez, ou si vous êtes un cabinet d'experts comptables et vous êtes poussez-le à vos experts comptables. C'est vraiment pour tout le monde et très transverse. Juste pour information, ça t'a pris combien de temps de faire ces 120 vidéos ? Alors, on les a fait sur 3-4 ans en fait. Ah ouais, d'accord. On les a fait sur 3-4 ans, donc c'est un gros travail et les gens en fait me connaissent beaucoup via ces vidéos. Ramènent encore énormément de monde. Elles sont assez sympathiques, sur 3-4 minutes, et à chaque fois, justement, ce sont des tips.
Et puis, on a un blog chez Booster Academy qui est très bien fait, avec un contenu qui est écrit par plein de rédacteurs. Donc beaucoup, on a des milliers d'abonnés et c'est vrai que là c'est tellement facile d'avoir des articles sur des sujets comme la vente et la neuroscience, le social selling, etc. On est vraiment à la pointe. Et puis abonnez-vous aux pages LinkedIn et Facebook de Booster Academy parce qu'on pousse ces articles-là. Donc c'est assez simple d'y avoir accès et d'avoir ces articles. Voilà, on ne fait pas du tout de pub pour nous dans ces articles. Vous avez plein de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est du contenu supplémentaire. Bon, très bien. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident dans ta vie quotidienne ? Alors, moi, j'ai des routines qui ne sont pas, pour le coup, très business. Ouais. Alors, de plus en plus, j'écoute énormément de podcasts. Ouais. Donc là, je suis derrière, mais je suis devant, mais souvent, je suis plutôt derrière. Donc, beaucoup. J'aime beaucoup les chaînes Spotify. Je sais qu'il doit y avoir la même chose sur Deezer, avec plein de chaînes très intéressantes. Donc, la tienne, que j'avais vue. J'aime bien Génération Do It Yourself. J'aime bien le panier, la leçon, Grossmaker. Enfin, bon, pas mal de sujets. Donc ça, c'est une routine. J'aime bien aussi Cooper, l'application Cooper. Ah oui, vous avez des résumés de bouquins pour 7 € par mois. C'est pas très cher. Et en fait, vous avez accès à des livres, parfois dans des langues étrangères, qui sont des best-sellers, dont les résumés sont traduits en français et qui sont maintenant, et c'est ça la vraie révolution, qui sont vraiment en audio. Donc ce qui fait que vous mettez ça dans votre voiture, dans le train, quand vous marchez. C'est génial. C'est du podcast. J'aime beaucoup, et ça j'y tiens, mon application Zenfi qui me permet, mais il y en a qui ont le petit bambou, qui permet de faire la méditation au moins une fois par jour. Voilà. Puis après, j'ai beaucoup de gros cailloux dans mon agenda, comme des cours de yoga, beaucoup de gymnastique. Je fais à peu près 10 heures de gym par semaine. Ouais, pas mal. Enfin, week-end inclus, donc j'en mets beaucoup de week-end. Mais voilà, donc après, vraiment, j'essaie de garder une énergie forte et positive. C'est un peu mon obsession. L'oreille, je l'ai acquis, la technique, la vente, je l'ai acquis. Donc je travaille beaucoup sur la partie mentale et comportementale. Bon, très bien, ça donne du grain à moudre là, pour les auditeurs. Dernière question, est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué ? Oui, alors je vais vous raconter sûrement ma plus belle vente, mais ça va être elle est un peu complexe. Mais manière synthétique. De manière très synthétique. Alors, c'est une vente que j'ai faite quand j'étais à l'époque chez Vivendi et quand j'étais dans le pôle hôtellerie. Il y avait un compte, donc je travaillais sur des hôtels de luxe et il y avait le compte que tout le monde voulait. Donc, c'était une grande marque de luxe. Et cette grande marque de luxe faisait venir tous ces vendeurs du monde entier toute l'année. Et c'était dans les palaces le compte à avoir. Et donc, chez Vivendi, un jour, on fusionne 2 entreprises. Alors, c'est ce compte-là, quand même, pour vous dire, c'est dans le groupe LVMH. C'était un compte du groupe LVMH. Et dans mon entreprise, qui n'était pas exactement Vivendi avant, mais qui est devenue Vivendi, on fait merger 2 boîtes, dont une qui était une ex-filiale du groupe LVMH. Et on rencontre les dirigeants de cette nouvelle filiale qui se présentent, qui se rencontrent, et lors d'un COMEX dont je faisais partie à l'époque. Et le nouveau président qui arrive, qui est donc un ex de la filiale d'LVMH, dit à la fin, de façon extrêmement polie, mais sans vraiment attendre de réponse, si je peux vous aider, dites-le moi. Et là, du haut de mes 23-24 ans, je lui dis, écoutez, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais il y a un compte dans nos hôtels qu'on aimerait avoir, c'est telle marque dans le groupe LVMH, et peut-être que vous connaissez, puisque vous êtes un ancien du groupe en question. Et la personne me regarde droit dans les yeux, me sourit et me dit... Mais je le connais très bien, et le DRH, je le connais très bien, parce que c'est lui qui m'a embauché à l'époque. Et une semaine après, j'avais le rendez-vous, et cette fameuse personne qui on ne pouvait jamais avoir le business était ce jour-là au rendez-vous, et donc là, cette fois-ci, a été obligée de me donner le business. Donc j'ai gagné ce business-là, qui était un business énorme. Mais je dois dire que ce que j'ai gagné en plus, c'est que ce que m'a dit ce président-là, et toujours du haut de mes 23-24 ans, et après j'ai grimpé dans le groupe de façon très intéressante, m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit « Bravo mademoiselle, vous avez osé quelque chose que personne n'ose jamais ». Et donc ça m'a suivi tout au long de ma carrière, parce que j'avais osé demander, j'ai gagné, et je pense que ça a écrit une grande partie de ma carrière. D'accord, donc c'est une belle conclusion. On a parlé de la chance durant ce podcast, et en fait le message final, c'est savoir oser. Donc merci beaucoup Evelyne pour cette interview.
Merci à toi. On a appris plein de choses. Et comment on te contacte si jamais on veut rentrer en contact avec toi sur LinkedIn? Oui, LinkedIn, c'est le plus facile. Evelyne Platny-Cohen sur LinkedIn, c'est très simple. Oui, moi, je t'ai contacté sur LinkedIn. Tu m'as gentiment répondu. Rapidement. Très rapidement. Et merci encore. Et donc, à très bientôt sur un autre événement. Merci. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!